Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont là, parce que la salle est immense, mais on n'est pas trop nombreux. Vous pouvez vous rapprocher, ça sera plus intime. Je ne sais pas très bien la déperdition que nous avons connue entre les vacances et l'absence de communication sur cet événement, qui est quand même la clôture d'un événement majeur, qui a été cette exposition sur les Jardins d'Orient à Lima, qui se termine ce week-end. Donc pour ceux qui ont encore envie de s'y promener ou d'aller dans le jardin, il est encore temps. Mais l'exposition fermera ses portes dimanche. L'exposition a été un grand pari, complexe, difficile, tant dans sa conception que dans son élaboration et son montage, mais ça je laisserai les artistes en parler eux-mêmes, Michel Pénat et François Bellanet pour le jardin, et puis j'allais dire tout le comité scientifique qui a travaillé avec acharnement depuis les débuts de la conception de cette exposition jusqu'à aujourd'hui, qui sont encore fidèlement là lors de cette dernière séance de réflexion sur les jardins d'Orient et leur rôle dans notre société contemporaine et dans ce qu'ils peuvent nous apporter encore aujourd'hui. Pourquoi nous fascinent-ils encore autant et pourquoi peuvent-ils encore nous apprendre beaucoup de choses? Nous avons déjà fait, d'abord, l'exposition a très bien marché. Il y a eu 200 000 visiteurs, donc je pense que c'était un beau succès. Merci Patrick, descends, toi. Je pense qu'entre l'exposition elle-même, sa partie plus patrimoniale, le jardin à l'extérieur, le catalogue, les publications comme Connaissance des Arts, Beaux-Arts qui ont accompagné également l'un plus sa partie patrimoniale, l'autre le jardin, on a déjà beaucoup produit autour de cette thématique, mais on tenait à continuer, à creuser, à s'interroger avec ceux qui avaient travaillé depuis le début sur ce thème pour aller plus loin, continuer à essayer de défricher effectivement ces jardins d'Orient et de voir ce qu'ils pouvaient nous inspirer, nous apporter et nous enseigner. Nous avons eu 3 séances de ce type. Alors j'allais dire avec d'ailleurs un public décroissant, donc ce qui prouve qu'on n'a pas, je ne sais pas, parce que la première fois, il y avait un peu plus de publicité quand même. Là, voilà, problème de communication interne extrêmement lourd. Mais le premier était vraiment sur les fondamentaux, le second sur les relations Orient-Occident et le troisième aujourd'hui sur les sources de la modernité. Enfin, pardon, la modernité même de ces jardins d'Orient. En quoi sont-ils toujours autant contemporains et source d'inspiration? Quand on s'était réunis au début avec les membres du comité scientifique, plus Gilles Clément, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais il nous a envoyé un message et je vous le lirai tout à l'heure, on avait bien identifié 3 piliers selon lesquels on voulait creuser effectivement cette modernité du jardin oriental, qui était l'approche sur d'abord le jardin en tant que patrimoine et héritage à transmettre, notre rôle à nous de passeurs à travers cette exposition, mais à travers aussi tout le travail que nous avons mené en commun. Le second sur la prise de conscience environnementale et de quelle façon effectivement les jardins orientaux avaient assimilé complètement cette économie d'énergie et cette gestion économe de l'eau, bien sûr, mais également de la lumière, de la chaleur, etc. Et en quoi c'était effectivement un sujet totalement d'actualité. Et enfin, la façon de vivre dans un jardin, le bien vivre dans un jardin, qui est aussi une des grandes leçons du jardin oriental et qui, aujourd'hui, est plus que jamais d'actualité. Donc, ça a été les 3 thèmes sur lesquels nous avons organisé nos travaux de la journée. Je vais laisser Michel résumer l'ensemble de ce que nous avons abordé, enfin, des thèmes qui ont été abordés et de la façon dont ils ont été abordés. Je cite simplement les personnes qui étaient présentes, donc Bénédicte Leclerc, historienne et spécialiste de forestier, Gaëlle Gillot, qui est avec nous ce soir, historienne également et géographe, Patrick Calais, qui est là, à côté de moi, excusez-moi, École des Mines, et qui a travaillé notamment sur les jardins suspendus de Babylone, tout début de notre aventure, mais avec une approche, effectivement, aujourd'hui, que peuvent être
que pourraient être réellement les jardins suspendus de Babylone dès qu'on les déconnecte à la fois des récits antiques et des recherches archéologiques et qu'on reprend les éléments fondateurs d'un jardin contemporain. Nathalie de Balby, qui est historienne plutôt des jardins anglais, Michel Racine, qui est juste devant nous, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, paysagiste, historien. Vanna Xenou, qui est professeur à l'École polytechnique d'Athènes et qui est une artiste contemporaine grecque. Pierre-Marie Tricot, qui est là, Institut d'urbanisme d'Île-de-France. Rouba Alabed, qui est ici et qui est venu avec Ziad Alabed, mais ça, je te laisserai présenter. Bertrand Varnier, qui dirige les ateliers de Sergi Pontoise. Jacques Libaud, botaniste. Claude Mollard, conseiller du président Jacques Lang. Fouad Awada, directeur général de l'Institut d'urbanisme d'Île-de-France. Eugénie Denardo, qui est paysagiste et qui a travaillé notamment sur les jardins de Tanger. Michel Pénat, qui a conçu le jardin extérieur, François Belladet, l'anamorphiste, qui vous parleront à la fois de cet héritage et de leur interprétation et de leur inspiration lorsqu'ils ont créé le jardin extérieur. Mais je passe la parole à Michel Audouy, paysagiste, entre autres, et qui va vous résumer le contenu du débat d'aujourd'hui. Alors en quelques minutes, une synthèse sur ce premier volet autour de la question du patrimoine et au fond de ce qu'on fait de cet héritage. Aujourd'hui, dans un contexte de crise environnementale, 3 points. La question de la préservation du patrimoine et toutes les questions que cela soulève. L'héritage, que retenir, quels enseignements, que retenir des jardins d'Orient dans une perspective de création de jardins et de paysages contemporains. Et le 3e point, comment penser la ville aujourd'hui, quels sont les enseignements, et notamment sur les questions environnementales, de ces jardins. Alors, conserver, pourquoi et comment? Il y a beaucoup de questions autour de la conservation. Qu'est-ce qui fait patrimoine? Que préserve-t-on? Beaucoup de questions, on n'a pas épuisé le débat, on l'a juste entamé. L'historienne, architecte et historienne Bénédicte Leclerc rappelle, en citant plusieurs exemples dans le sud de l'Espagne, que beaucoup de jardins, certes, sont conservés, mais seul le jardin est conservé, et souvent le domaine dans lequel ils avaient été conçus a complètement disparu. Et avec le domaine, c'est tout un paysage qui a disparu et qui était complètement lié au jardin, et surtout des réseaux d'eau, un approvisionnement en eau qui aujourd'hui se fait souvent avec l'eau de la ville, avec des tuyaux en plastique, alors qu'il y avait tout un réseau entre le jardin et la campagne. Et donc, au fond, elle pose la question du sens que peut avoir un jardin aujourd'hui, dont on conserve finalement plus qu'une image et plus du tout ce qu'il était dans sa relation avec un territoire. Donc ça pose bien la question et le paradoxe qu'il peut y avoir à conserver un jardin dans un état, au fond, formel, alors que, par essence, tout un contexte a évolué et que le jardin lui-même, par le fait qu'il est vivant, évolue également. Michel Racine pense qu'aujourd'hui, si on peut parler de patrimoine en matière de jardin d'Orient, c'est autour de l'eau. C'est sur la question de l'eau et c'est sur les enseignements que ces jardins nous donnent encore, parce qu'il en reste, sur l'eau, sur l'économie de l'eau, la gestion de la ressource, l'intelligence qu'il y a pu y avoir. Et il appelle en toute urgence à une expertise, un classement, protection des oasis, qui sont ces fabuleux jardins qui représentent un équilibre exceptionnel entre la gestion de l'eau et l'activité humaine.
Et il rappelle bien sûr que la plupart de ces oasis, par perte au fond de savoir-faire, par un passage aussi au moteur, à une nappe phréatique dans laquelle on puise de plus en plus, combien ces écosystèmes, parce que l'oasis est un écosystème, sont en danger. Alors, sur la protection du patrimoine, Bénédicte Leclerc, encore, rappelle qu'on a besoin de mettre autour d'une même table des experts qui ont vraiment une connaissance de l'histoire et de sa complexité, des citoyens et puis tous les responsables de la transformation des territoires, non seulement pour protéger le patrimoine, mais aussi peut-être pour l'adapter à des modes de vie, à une économie contemporaine. Inscrire ces lieux d'histoire, au fond, dans notre modernité. Alors, sur cette question, au fond, de l'histoire et de la modernité, Rouba Alabed, à qui je donnerai la parole sur le sujet, pose bien cette question de l'adaptation des systèmes nouveaux, des techniques nouvelles, cette nécessité de leur trouver une écriture formelle et poétique. Alors, on se rend compte qu'au fond, tous ces jardins, tout cet héritage, c'est souvent de la technique mise en scène, et en particulier autour de l'eau. Comment aujourd'hui on s'appuie sur des techniques contemporaines? On ne va pas revenir forcément à, même s'il y a des enseignements à prendre dans les techniques anciennes, comment on trouve aujourd'hui une écriture formelle et poétique à la modernité. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, donc, les questions que pose la préservation, c'est préserver un lieu vivant. Comment on préserve un lieu vivant? Comment on l'inscrit dans le temps, dans notre temps? Comment on l'adapte aussi à des usages, notamment le tourisme, parfois la surfréquentation, qui contribue aussi à l'usure de ces jardins. Vous voyez, donc, c'est infiniment complexe. Deuxième point, c'est sur l'héritage. L'enseignement des jardins d'Orient. Alors, il y a beaucoup autour de la table, on parlait de l'aspect nourricier. Alors, moi, je pense qu'il fait cet aspect nourricier, si tout le monde en a parlé, au fond, c'est qu'il fait écho à des préoccupations aujourd'hui de notre temps. Et on voit dans des villes, des métropoles, des mégalopoles du monde entier, ce retour des arbres fruitiers, ce retour des jardins potagers. Alors ça prend des formes très diverses. Et au fond, un des enseignements du Jardin d'Orient, c'est qu'il mêlait ensemble, et dans beaucoup de poésie, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques, des plantes médicinales, des fleurs, dans un ensemble qu'on essaie de retrouver aujourd'hui, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs en Orient. Eugénie Denardo, qui a travaillé beaucoup sur l'appropriation des espaces notamment périphériques, intermédiaires sur la ville de Tanger, disait combien beaucoup de gens créaient leur jardin d'herbe sur des petits morceaux qui étaient des délaissés de l'espace public, jardin d'herbe, jardin fruitier, dans la ville de Tanger. Le deuxième point sur l'enseignement des jardins d'Orient, c'est un art de vivre, un art de cultiver l'essence, le parfum, le goût, le beau, ce raffinement qu'il peut y avoir dans ces jardins, y compris dans des pratiques quotidiennes. On n'a pas uniquement parlé des jardins princiers qu'on évoque souvent dans l'exposition, des jardins très, très prestigieux, des jardins de palais, mais aussi des jardins beaucoup plus quotidiens où il demeure un art de vivre, où il existe un art de vivre. Le troisième point, c'est le rapport à l'eau. J'en ai déjà parlé, ce rapport à l'eau essentiel. Et le rapport à l'eau, c'est aussi un rapport au territoire, parce que se préoccuper de l'approvisionnement de l'eau, du circuit de l'eau, pose la question du lien que tout jardin a ou doit avoir. Alors doit avoir avec son territoire. Et puis il y a la notion de culture aussi, des jardins cultivés, au sens où le jardin est plein de poésie, est une encyclopédie au fond de l'humanité.
Enfin, le troisième point, les jardins aujourd'hui face à la crise environnementale. Sylvie, je vais te demander de lire ce petit mot du paysagiste Gilles Clément, qui ne pouvait pas être là ce soir et qui nous a écrit un petit mot sur cette question de la leçon au fond des jardins d'Orient dans le contexte de la crise environnementale. Alors donc c'était un message qui est arrivé hier soir de Gilles Clément, qui est en Mongolie et qui regrettait de ne pas être avec nous, mais qui avait participé à nos travaux au tout début. Nous étions avec Rouba notamment, et Michel bien sûr, les Michel, François et quelques autres, et qui disait donc: pour les raisons que l'on sait, la rudesse du climat, la sécheresse récurrente, les caprices de l'Oued, les jardins d'Orient n'ont cessé de placer l'eau au cœur de leur composition. Il s'agit du trésor à partir duquel tout se décline. La vie dépend de l'eau. Des 4 fleuves du paradis persan aux acéquias d'Andalousie, la régie de l'eau dessine un paysage à toutes les échelles, sans autre assistance que la contrainte du trajet et la pente du terrain. C'est un point qu'on avait soulevé avec Michel Pénat lorsqu'on a fait justement sur la forme les travaux de la dernière séance. Les temps ont changé. L'eau circule à la force des pompes. Elle éclabousse. Elle se jette en nuages artificiels sur les champs de maïs. Elle se charge de tous les polluants de la planète. Elle tue. Peut-on imaginer renouer avec la sagesse d'Orient en abordant un sujet d'aujourd'hui? Redessiner le parcours de l'eau sans en disqualifier la nature? Comment remettre dans l'environnement l'énergie qu'on lui prend en maintenant les conditions de vie? Telle est pour moi la question posée au jardin de demain, aux jardiniers du jardin planétaire, les passagers de la Terre. Voilà, donc c'est une introduction à nos débats. J'enchaîne avant de donner la parole à chacun. Au fond, sur cette question de l'eau que souligne Gilles Clément, elle est revenue comme un élément essentiel au fond. C'est le principal enseignement. On a cité beaucoup d'exemples. L'exemple de l'Oasis, évidemment. L'exemple des jardins de Sanaa, où on a parlé avec du vocabulaire, curieusement, on a désigné des exemples anciens avec un vocabulaire contemporain qui concerne la ville, qui concerne les territoires aujourd'hui et les questions qu'on se pose. On a parlé d'économie circulaire, par exemple, en évoquant Sanaa ou l'Oasis, la manière dont on recycle, le recyclage de l'eau, recyclage des déchets. Ça, là, je parle vraiment avec des termes complètement contemporains, mais au fond, ces pratiques existaient depuis longtemps. Elles sont abandonnées, même en Orient. Et ce qui est intéressant à travers le jardin, au fond, c'est que le jardin n'était pas simplement une forme, un élément décoratif, mais au fond, tout un système. Et le jardin est le reflet de tout un système complexe qui englobe au fond la nécessité de vivre, de se nourrir, mais aussi de se détendre et d'avoir aussi une réflexion au fond sur la question de la vie. Je citerai pour terminer Rouba Alabed aussi, qui par rapport au fond du jardin, à ce qu'il faut retenir du jardin, elle a dit ce matin, on essaie de copier des formes, des techniques dans un contexte qui n'est plus le même, ne retenant souvent qu'une partie d'un système, les formes. Donc d'où l'oubli au fond de la manière complexe, du milieu complexe qu'était un jardin à l'origine, dans son rapport à l'architecture, dans son rapport au sol, dans son rapport au territoire. Je vais lui donner la parole parce qu'elle le dit, hein, elle en parle très 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 bien. Enfin, sur l'enseignement, Patrick Allais souligne qu'il faut arriver à enseigner le déjà plus et le pas encore. Je trouve ça une très belle formule. Et que, en fait, l'enseignement principal aussi de ces jardins, c'est au fond une façon d'être, une approche globale. C'est peut-être la principale leçon à retenir, cette façon d'être, cette attitude par rapport au monde que représentent ces jardins, et surtout à l'heure des défis climatiques. Donc, le jardin pensé comme un écosystème favorable à la biodiversité, ça encore, c'est un terme très contemporain, et tout simplement, le jardin intrinsèquement lié et nécessaire à l'espèce humaine.
Voilà, alors peut-être Rouba va commencer un petit peu à témoigner. Oui, là, ça marche. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, on peut pas. En fait, les jardins d'Orient est une réflexion assez complexe sur la manière de concevoir et de vivre par rapport à un temps donné. C'est-à-dire que dans le temps, on concevait le jardin d'une manière complètement indissociée de l'architecture. Et on pensait avec le climat, c'est-à-dire l'architecture vernaculaire, l'architecture bioclimatique. On se sert de ce qu'on a pour concevoir. La même chose, on conçoit l'écriture extérieure qui est complètement liée à la manière dont la vie du bâtiment se fait. Donc c'est une forme d'harmonie, c'est une forme d'union. Et c'est très juste ce que vous avez redit en disant qu'aujourd'hui, si on essaye de copier des choses par rapport à ce qui s'est fait dans le temps, on prend souvent des petits morceaux, c'est-à-dire on veut refaire un jardin d'Orient, mais on oublie que le jardin d'Orient est complètement indissociable de l'architecture, dans sa façon de récupérer les eaux, de les valoriser, d'être un îlot de fraîcheur, d'être nourricier, d'apporter tout ce plus de bien-être par rapport à la manière dont aussi les bâtiments vivent les uns aux autres. Bon, je parle par rapport à ceux qui ont été conçus à côté de bâtiments, au cœur des patios, notamment dans les maisons, dans les anciennes villes arabes. Mais dans les oasis aussi, comme une halte paysagère, c'était aussi des moments où les Bédouins pouvaient s'arrêter dans le désert. C'est le cas aujourd'hui, c'était le cas il y a 40-50 ans dans les pays du Golfe, puisque les villes se sont construites au cœur de bras d'eau, ou pas de rivières, de cours des bras de mer, notamment comme à Dubaï. Bourg-Dubaï, c'est le centre historique de Dubaï. On peut s'y balader aujourd'hui et on découvre l'architecture et les aménagements paysagers qui avaient été faits en communion, en fait, les uns avec les autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on sort de ce contexte et quand on va dans l'oasis, on est plus dans une halte en plein cœur d'un désert, mais il y a la présence de l'eau qui est très importante, et puis l'habitat, c'est les tentes. On s'abrite du soleil, on s'abrite sous un dattier, palmier dattier. On est dans un rapport habitat, halte, et rapport à la nature qui est hyper fort. Donc aujourd'hui, reprendre des éléments constituants de l'ancien jardin d'Orient pour apporter juste de l'esthétisme par la beauté, les fleurs, tout ça, on sait le faire. Mais la gestion durable de l'eau qui avait été faite et pensée avec cette pensée intellectuelle était faite dans un but technique pour répondre à des besoins qui sont l'adduction d'eau, le fait qu'on ralentit l'eau dans une pente, on en a parlé ce matin. Il y a plein de techniques très dépolluer les eaux aussi. Mettre des plantes qui ont une certaine spécificité pour avoir de l'action sur l'eau et récupérer cette eau-là pour l'arrosage, pour d'autres usages sanitaires. Ça existait déjà, ce genre de technique. Ça a été perdu par le temps parce qu'on a mis en place des choses très chimiques qui font que l'eau est traitée complètement différemment et complètement en scission avec la ville. Donc tout ça pour dire que c'est possible de faire des choses, mais c'est aussi bien de revenir en arrière pour voir comment les choses étaient complètement en communion et comment l'environnement était pris en compte à part entière par rapport au climat. C'est-à-dire, on ne conçoit pas un jardin d'Orient en France de la même chose qu'à Damas ou à Sanaa ou à Doha. Comment on peut y arriver aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas dans la même échelle de la ville. Les usages ont changé. Les villes sont mondialisées. Comment on peut imaginer retrouver des systèmes de jardins un peu vertueux comme ça, qui s'occupent d'assainir l'eau, de nourrir les habitants dans une ville de plus en plus dense, où on monte de plus en plus haut dans les étages, en particulier d'ailleurs dans les Moi, je pense Golfe. qu'aujourd'hui, la vision de la modernité, c'est mon avis personnel, c'est qu'on ne peut pas scinder l'architecture de son environnement extérieur et vice-versa. C'est-à-dire que si on conçoit l'infrastructure et les aménagements paysagers, ils doivent être vraiment pensés en même temps que le bâtiment. Parce que le bâtiment, il va générer des eaux, que ce soit des eaux pluviales, que ce soit des eaux usées, que ce soit des eaux grises.
Donc comment trouver une intelligence de système pour que tout puisse être en économie circulaire comme ça l'était. On n'imaginait pas d'exporter de l'eau à l'extérieur d'une cité ou d'une ville arabe. Tout était réutilisé ou tout était recyclé quelque part. C'était un peu du bon sens. Donc comment est-ce qu'on peut revenir à une forme de bon sens dans l'écriture d'un quartier, dans l'écriture d'une ville, en réintroduisant du verre qui puisse être intelligent pour recycler les ressources, les restituer et les valoriser, en fait, quelque part, et faire en sorte que... On a parlé aussi de la biodiversité, on a parlé des aspects sociaux, mais l'aspect environnemental, ça paraît du bon sens que de se dire, on conçoit avec le climat, déjà, et on conçoit avec le territoire. Donc, on a effectivement travaillé sur le projet de Doha au Qatar, dans un milieu où il n'y a rien, de désert, un rectangle de sable de désert. Et comment voulez-vous recréer la vie dans un désert ? C'est tout simplement par la présence de l'eau. L'eau, c'est la vie et c'est le support de toute la chaîne qui en découle. Et donc les bâtiments de la future ambassade de France qu'on a conçus sur ce rectangle de sable de 10 000 m², ils ont été faits pour pouvoir créer un écosystème qui dépend des bâtiments et qui lui-même resserre aux bâtiments. C'est-à-dire que les jardins qui ont été faits au cœur de l'îlot, qui sont protégés du vent parce que les bâtiments créent de l'ombre portée, et donc par la présence de l'air frais exceptionnel qui pénètre dans la parcelle, le fait que ça touche l'eau et ça touche le côté ombré, ça rafraîchit, ça crée une forme d'îlot de fraîcheur, et en même temps, ça recrée la vie parce que l'eau qui sort des bâtiments est nettoyée dans les jardins et elle retourne dans les bâtiments pour les usages sanitaires. Donc c'est ce type de technique qu'on peut réintroduire aujourd'hui. C'est un formidable exemple, au fond, où on sent qu'on renoue complètement avec un principe ancien et en fait on l'adapte à des usages actuels, à des besoins contemporains. Sur la question de la biodiversité, je voudrais demander à Jackie Libaud qui nous parle un petit peu de la botanique, de la faune également. Depuis toujours, la faune des pays, enfin la faune et la flore, surtout des pays arides, étaient relativement limitées. Et depuis toujours, justement, les plantes sont venues de très loin pour agrémenter les jardins, notamment en matière de fruitiers. Et maintenant, il va peut-être se poser la question de l'eau, justement, et qu'on a introduit beaucoup de plantes pour l'ornement pur, des flamboyants, des jacarandas et autres, qui sont très beaux, mais qui parfois demandent beaucoup d'eau. Et on va peut-être être contraint de retrouver, pas forcément des plantes locales, parce qu'il y a toujours eu des plantes qui sont venues de loin, mais il va peut-être falloir s'adapter aussi à ce manque d'eau, et toutes les plantes ne pourront pas forcément prospérer dans les jardins du futur. Il va falloir trouver une solution. Et en revanche, pour ce qui est des animaux, si on parle des jardins urbains, on se rend compte que les villes vont prospérer de plus en plus et que si on arrive à intégrer des parcs dans les villes, peut-être que certains animaux pourront en tirer profit. Et alors qu'ils seront menacés dans la campagne environnante, ils vont eux aussi trouver refuge en ville. Mais bon, là aussi, il faut penser à eux. Enfin, tout ça, ça doit être pensé. C'est possible, les animaux s'adaptent beaucoup plus vite qu'on pense au changement climatique et à l'urbanisation. Mais encore, faut-il penser à eux aussi et faire des parcs qui puissent accueillir non seulement le public, mais aussi la faune et la flore. Merci Jackie. Peut-être Patrick Calais, dire deux mots. Oui, merci. J'ai bien peur qu'il y en ait plus que deux à dire. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. Qu'on le prenne par un petit bout ou par un gros bout, c'est vraiment difficile. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est ce que j'ai un peu retenu d'une pratique que nous avons eue avec des étudiants pour reconstruire en 3D un modèle de ce qu'ont pu être les jardins suspendus de Babylone. Et finalement, on ne l'a pas fait. On a avancé dans cette direction, mais en tout cas, c'était pour nous l'occasion de nous poser un certain nombre de questions.
Alors les questions qu'on entend ici, bien sûr, qui circulent comme l'eau, c'est-à-dire beaucoup de questions sur l'eau, sur la lumière, sur comment organiser les plantes dans cet espace bâti, et par conséquent, quel est le rôle des matériaux de construction qui étaient employés. Quand on emploie de la brique, eh bien, il y a une certaine porosité. Cette porosité, ça maintient de l'eau en place. La présence du végétal sous l'angle plante nourricière, plante médicinale, plante ornementale, plante tinctoriale ou aromatique, tout ça, ça suppose une stratégie disons, à la fois d'éclairement naturel et d'ombrage. C'est-à-dire qu'on peut utiliser certaines plantes pour faire de l'ombre à d'autres et ainsi de suite. Donc voilà. Et ça, si on regarde le jardin sous l'angle espace de décoration, uniquement fait pour l'œil, alors évidemment, on passe à côté de toutes ces connaissances, de toutes ces stratégies. Donc là, il y a des leçons. Il y a des leçons sur la circulation de l'eau, bien entendu, puisque, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, je dirais que l'eau est faite pour rigoler. Rigoler, ça veut dire, c'est pas seulement une blague. Rigoler, c'est évidemment, c'est circuler dans des rigoles. Et donc des rigoles couvertes ou découvertes, passer par des bassins filtrants. Et là, on voit que toute une technologie fort ancienne, eh bien, c'était les machines pour élever l'eau et pouvoir la redistribuer. Et ces machines, en leur temps, elles étaient ultra modernes. C'était le meilleur savoir de l'époque pour faire ça. Alors, pour nous, il ne s'agit pas de reproduire ces savoirs à l'identique, quoique ça peut s'imaginer, de reprendre des procédés comme ça, mais les animer par des sources d'énergie différentes, qui pour nous maintenant sont devenues abondantes, grâce au réchauffement climatique. Il a des effets positifs parfois. On peut imaginer aussi, pour créer des zones d'ombre, effectivement, de faire des forêts, mais non pas des forêts végétales, des forêts de panneaux solaires. Ça fait de l'ombre, ces choses-là. Je suis un peu provocateur, n'est-ce pas? On peut aussi imaginer, par le défaut que ce bouleversement climatique engendre la disparition de beaucoup d'insectes, eh bien, on sait déjà faire des mini-drones qui savent se comporter comme des insectes. Ce sont des petites machines bio-inspirées. Sont eux qui remplaceront les insectes pour la pollinisation? Pourquoi pas? Ça peut arriver, ça. C'est même en train d'apparaître. Donc tout ça, ça fait qu'il y a à la fois besoin de savoir ce qui s'est fait, de le comprendre dans sa globalité, comme je disais, sur ce que j'appelle le déjà plus, c'est-à-dire tout ce qui a disparu, qui nous échappe, qu'on comprend que de façon parcellaire, et pour lequel des fois on s'appuie soit sur des dessins, des représentations diverses, des pièces archéologiques trouvées, des traces au sol bien sûr, puis des tas d'objets qui sont dans des musées qui sont complètement éparpillés. Mais là encore, ces morceaux qui sont dans les musées sont pour nous beaucoup plus faciles à rassembler d'une certaine façon, grâce au réseau de communication bien sûr, aux représentations tridimensionnelles. C'est beaucoup plus facile de manipuler des morceaux de mur et d'essayer de les réassembler en un tout cohérent de manière virtuelle que de le faire dans la réalité, surtout quand ils sont dans des lieux, dans des musées très, très différents. Donc en fait, on a des technologies contemporaines comme les anciens avaient les leurs. Les nôtres sont évidemment différentes. On ne peut pas simplement dire c'était mieux avant. Ça, je pense que ce serait une erreur terrible. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est évidemment que dans ce déjà plus, il y avait un savoir infiniment moderne, et que pour nous, c'est la grande leçon, c'est à mon sens, c'est d'aller jusqu'au pas encore, c'est-à-dire comment s'appuyer sur ces connaissances du passé pour inventer de nouveaux procédés. Alors il y a des systèmes qui existent déjà pour condenser l'eau atmosphérique, puisque dans le processus de refroidissement de la Terre pendant la nuit, eh bien, il y a une température, il y a un minimal qui est atteint toutes les nuits, et donc là, on peut condenser, à condition qu'il y en ait suffisamment, de l'eau atmosphérique,
et puis donc la stocker vraiment d'une manière presque homéopathique, mais c'est efficace. Et on peut accroître l'efficacité de ces procédés, et bien sûr en les généralisant et en trouvant d'autres. Donc il y a une façon de gérer cette eau qui autrement est totalement perdue. Elle reste juste à la surface des zones arides et puis s'évapore sans cesse avant même qu'on puisse la capter. Donc il y a effectivement des procédés contemporains, et ça relève du pas encore, c'est-à-dire de ce qui est en train d'émerger, mais c'est en train d'émerger parce qu'on comprend tout ce qui a, voilà, tout ce qui a été fait. Merci, ça nous donne des raisons d'espérer aussi. Oui, et de rigoler. Peut-être que dans la salle, il y a des questions, des réactions. Sur les points qui ont déjà été abordés. Sur les points abordés. On continue. Sinon, nous allons continuer et je vais introduire la seconde partie qui parlait plutôt de la question du social, de l'appropriation des lieux, de l'espace de l'espace public. Alors, il y a eu des généralités, bien sûr. Il y a eu des généralités. Nous sommes dans une période assez complexe de transition. Le monde oriental n'est pas uniforme. Nous avons des cultures différentes. Nous sommes entre deux époques. Il y a une demande sociale qui a été constatée en faveur des jardins. Il y a une vraie demande à Orient, comme dans le monde entier d'ailleurs, hein. Mais une demande qui n'est pas toujours intégrée dans les programmes urbains ou qui demeure à l'état d'intention. Et je vais m'arrêter là dans la présentation. Je la reprendrai par la suite pour donner la parole à Pierre-Marie Tricot, qui est paysagiste à l'Institut d'urbanisme de la région Île-de-France et qui a travaillé à ce titre sur des programmes de planification au Maroc en particulier, au Liban également, Tripoli, Casablanca. Et est-ce que tu peux, Pierre-Marie, nous dire quelques mots sur la manière dont on peut planifier on va dire le vert dans la ville, pour faire vite, et les difficultés qu'on rencontre aussi pour passer de la planification et d'intentions généreuses à la mise en œuvre. Oui, je suis désolé parce que je devrais partir avant la fin. Oui, c'est à partir de l'expérience notamment donc de Casablanca et Tripoli en Libye. Hein, c'est pas Tripoli du Liban. Il y a deux Tripoli, hein, Tripoli de l'Est et Tripoli de l'Ouest. Il s'agit de celui donc de l'Ouest, de la Libye. Nous avons aussi travaillé au Liban, mais sur Beyrouth. Et sur donc ces deux exemples de Casablanca et Tripoli, et actuellement on est aussi sur, on commence les schémas directeurs de Tanger et Tétouan. Évidemment, la planification urbaine, bon, d'une part c'est à l'échelle de toute une agglomération, donc on peut voir d'une région urbaine. Donc évidemment, parfois on se sent un petit peu loin du jardin, et pourtant il y a pas mal de choses qui sont en commun. Il y a, puisqu'on parlait donc du patrimoine, de tout ce qui est déjà là, etc., ça c'est une chose qui, même si on planifie des villes qui doivent souvent, qui ont des croissances absolument énormes, qui vont doubler qui doublent en 20 ans ou plus, il y a énormément de choses dont il faut tenir compte. Un parcellaire, souvent, qui est un parcellaire issu de l'agriculture sur lequel la ville se développe. Et quand on s'intéresse au parcellaire et qu'on regarde attentivement comment est fait ce parcellaire, qu'on essaie de composer la ville par rapport aux directions de ce parcellaire, on découvre beaucoup de choses, quoi, et on fait beaucoup moins, sans doute, je pense aussi moins d'erreurs, ce qui n'est pas facile parce que souvent on n'a même pas des fonds de plan qui le montrent. Il y a aussi souvent toute une végétation existante qui est là aussi, on n'a pas toujours les éléments. On commence maintenant, on est mieux armé peut-être qu'à d'autres que précédemment, notamment avec les photos aériennes. Et puis il y a aussi le terrain qui permet
de voir ce qui existe comme végétation, là aussi souvent végétation d'origine agricole. Et puis il y a des gens qui sont là et qui font pas forcément toujours ce que les planificateurs voudraient qu'ils fassent. Et on est d'ailleurs, je pense, en matière de tout ce qui est planification verte, un peu dans la même chose que dans la planification urbaine, c'est qu'on se rend compte que souvent les grands schémas, les grands programmes qui sont décidés d'en haut ne sont pas très adaptés. En matière d'habitat, la plus grande partie de la ville, je vois au Maroc par exemple, se fait de façon spontanée et beaucoup plus adaptée aux besoins des gens. Et en matière de tout ce qui est vert, de tout ce qui est planté, c'est pareil, c'est aussi un mouvement d'accompagnement de ce qui existe. Alors c'est peut-être plus difficile parce que pour une grande partie quand même, dans une grande ville et surtout dans les parties denses, l'espace vert il est plutôt public. Mais pas que. Donc il y a aussi aussi un accompagnement. C'est ce que montrait bien Eugénie de Narnaud dont on parlait tout à l'heure, le travail qu'elle a fait sur Tanger. C'est ce qu'elle appelait les jardins pirates même. Elle disait tous ces jardins un peu clandestins qui sont dans des espaces en devenir, où il y a aussi je dirais un mouvement qui était accompagné et pas uniquement à planifier. Merci beaucoup Pierre-Marie. Deux mots sur cette deuxième partie. Il y a ce qui est ressorti de cette deuxième partie des échanges que nous avons eus, c'est les pratiques diverses qu'on peut retrouver dans les grandes villes d'Orient. On a parlé de l'Iran, on a parlé du Liban, on a parlé du Maroc. Des pratiques autour à la fois de l'espace public et du jardin. Alors il faut faire un peu la distinction. Le jardin en Orient reste un espace à part, un espace soigné, plutôt clos, un peu un espace, un lieu de l'intime. Et puis il y a des espaces publics, bien sûr, qui empruntent au jardin beaucoup d'éléments, mais qui sont des espaces ouverts, qui sont le lieu de pratiques très ancrées dans les populations. On parlait du pique-nique, qui est une des très grandes pratiques qu'on retrouve en Iran, notamment avec la fête de Nowruz. À Fès, la fête de Zaha, très ancrée dans les pratiques locales. On retrouve cela à Marrakech aussi, dans l'Agdal, où il y a des pique-niques chaque dimanche sous les oliviers ou les orangers de l'Agdal. Autre pratique très ancrée dans les pays d'Orient, qu'on retrouve en Espagne, c'est la promenade, le paseo, et qui se traduit dans l'espace, à Tanger, sur la corniche, par exemple, en lien avec le grand paysage. L'autre pratique, c'est le jardinage. Alors ça, c'est une pratique qui est plus récente, l'irruption du jardinage des habitants dans l'espace public ou dans des espaces encore en voie de transformation. Eugénie de Narnaud, qui est paysagiste et photographe, a fait un travail qu'elle expose encore aujourd'hui dans le hall de l'Institut d'urbanisme de la région Île-de-France, rue Falguière, un très joli travail de documentaire qui repère cette appropriation à travers le jardin, et un jardin qui est à la fois vivrier, mais qui est aussi qui rejoint aussi l'agrément des jardins d'herbes, des jardins potagers, quelques arbres fruitiers que les gens ont décidé de planter dans un espace public non qualifié, qui est encore en attente de transformation. Et ça, c'est une pratique intéressante. Alors, les questions soulevées un petit peu par nos échanges, c'est comment on pense les jardins publics, comment on les adapte à des usages, comment les populations s'approprient ces espaces publics qu'on peut appeler jardins, promenades, places. Et là, je donnerai d'abord la parole à Gaël Gillot, qui a beaucoup travaillé dans plusieurs pays d'Orient sur les usages, sur la relation des habitants à l'espace public, au jardin. Gaël. Oui, merci. Je voulais rebondir sur, repartir finalement à
partir de ce que tu disais sur le jardin qui reste, même s'il est devenu public, s'il est moins organisé comme un jardin d'Orient, s'il est moins soigné, etc., qui reste un lieu de l'intime. Et un des éléments qui est très très important dans les pratiques du jardin public dans tous ces pays, c'est justement l'intime, et en particulier les relations amoureuses, mais pas uniquement. On voit bien, quand on fait des études, des enquêtes, que les codes sociaux ne sont pas tout à fait les mêmes dans les jardins publics et dans le reste de la ville, parce qu'il y a cette relation très particulière avec la nature qui leur donne une couleur de sincérité, de nature, qui fait qu'on ne peut pas tout à fait mentir dans un jardin public. Alors ça, c'est une vision un peu romantique des choses. L'autre vision, c'est une vision très pragmatique, c'est que les jardins publics font partie des presque les seuls espaces ouverts où on peut s'arrêter, où on peut être tranquille, pour aussi se rencontrer. Et partout où vous allez, si vous allez à Tunis, au Belvédère, si vous allez au Jardin botanique à Alger, si vous allez au Caire, partout où vous irez, vous allez voir énormément d'amoureux dans les jardins. Et ce rôle d'intimité du jardin est très fortement lié à sa caractéristique publique. Il y a une espèce de paradoxe qui se met en place, qui fait que si ces relations d'intimité sont possibles dans les jardins, c'est non pas bien qu'ils soient publics, mais vraiment parce qu'ils sont publics. Parce que quand on est en public, on n'ira pas au-delà d'une certaine mesure, d'une certaine limite, et donc c'est toléré. Et c'est une des raisons pour lesquelles les pratiques sont si présentes dans les jardins publics, au-delà du fait qu'ils font partie aussi d'un des seuls endroits où on peut se trouver tranquille, sans bruit ou moins de bruit, de passage, etc. Et puis, beaucoup de pratiques sont aussi des transpositions de ce qui se passait autrefois. Tu parlais des fêtes de printemps, l'Anzaha, Nowruz en Iran, mais aussi Sham el-Nessim en Égypte, qui sont des pratiques extrêmement fortes, très populaires des jardins publics, où on se rend par milliers dans les jardins. Et où le jardin devient un lieu absolument central des villes dans ces moments-là, où là, on n'est plus vraiment dans des pratiques de l'intime, puisqu'on est vraiment très, très nombreux. Mais en tout cas, c'est souvent des lieux qu'on appelle des lieux exutoires aussi, qui reçoivent tous ceux dont on ne veut pas dans la ville. C'est cette face cachée du jardin où on trouve aussi toutes les pratiques de la nuit, les trafics, la prostitution, les sans-domicile, la consommation d'alcool, la drogue, tout ça c'est aussi dans les jardins. Mais il y a une temporalité aussi du jour, de la nuit, des jours de fête qui est très importante au niveau des usages. Voilà, merci. Merci Gaëlle. Michel Racine, sur la question du rôle social des jardins, tu avais évoqué Alger, je crois, tu avais donné quelques exemples. Non. Non, sur le rôle social, j'ai surtout parlé effectivement du rôle du printemps, de l'importance du printemps dans la civilisation perse, et comment cette fascination pour le printemps, pour les oiseaux aussi, s'est diffusée dans le monde arabe, voilà. Mais c'est peut-être pas ça qui est aujourd'hui peut-être le plus intéressant. Enfin, moi, ouais. Merci. Au bas. Non. Aussi, c'est bon. J'avais juste pour rejoindre ce qu'a dit Madame par rapport au rôle amoureux ou séducteur. Vous en avez parlé. Moi, j'ai vraiment vu ça de mes propres yeux. En tout cas, ça joue un rôle assez important à Damas, notamment les parcs au cœur des villes sont des lieux spécifiques de rencontres amoureuses pour des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas.
Donc ils se rencontrent sur les bancs et ils se séduisent mutuellement. Donc c'est vraiment des lieux, d'ailleurs on a même l'impression de les déranger. Donc c'est vraiment, il y a des parcs spécifiques dans le nouveau Damas, non pas dans le vieux Damas, c'est jardin à Sepki, c'est vraiment assez connu avec un ancien, canon en fait qui est sur place, qui fait référence à une guerre, bon je connais pas trop, mais voilà, sur les bancs, à l'abri des regards, sous un arbre fruitier ou autre, avec beaucoup de feuillage, les amoureux se cachent et se font des bisous en cachette. Donc il y a un rôle très social du jardin, parce que c'est vraiment un lieu de rencontre et de séduction, et qu'on n'a pas dans d'autres pays. Et ça m'avait frappée au départ, parce que je ne connaissais pas, j'étais enfant, puis je me baladais dans le parc. On voyait beaucoup aussi des animaux, des canards, des choses comme ça qu'on retrouve aussi comme dans les parcs en France. Mais c'est aussi un lieu comme je disais, de rendez-vous, de prise de rendez-vous et de rencontre, puisque les gens ne vont pas le faire dans la rue instinctivement, donc, ou dans d'autres endroits de la ville. Donc c'est un lieu de séduction, le jardin. Et ça continue de l'être, en fait, aujourd'hui. Ça, je voudrais juste rebondir là-dessus 2 secondes, parce qu'effectivement, ça rejoint un thème que vous avez vu largement illustré dans l'exposition, à travers les miniatures persanes notamment. Et cet espace de liberté que représente le jardin, celui que Michel disait, en reprenant une formule d'ailleurs que Gall a utilisée, c'est-à-dire un espace à part, c'est aussi un lieu de liberté, je veux dire, de tous les sens. Et effectivement, la rencontre amoureuse reste une des traditions du jardin que l'on a vu largement illustrée à des époques très anciennes. Le jardin oriental met tous les sens en éveil. Ce n'est pas Michel Pénat qui me contredira. À qui on donnera la parole dans un petit moment. Michel Racine. Oui, je voulais juste insister sur la dimension de la nourriture dans le jardin dit d'Orient, et sur ce qui se passe en Occident aujourd'hui, à savoir le retour, enfin pas le retour, l'introduction de la nourriture, du jardin nourricier dans la ville. Et c'est peut-être quelque chose qui, effectivement, nous rapproche et qui me paraît intéressant à souligner. Parce que, justement, si on a été fasciné par les jardins d'Orient il y a 2000 ans, ça a été par la dimension formelle, le quadrillage, c'est tout ça qu'on a importé, mais on n'a pas importé le jardin d'alimentation associé au plaisir. Hein. Et il me semble que c'est justement cette dimension-là qui me paraît particulièrement intéressante aujourd'hui de réintroduire aussi bien en Occident qu'en Orient. Quoi. Qui paradoxalement aussi a disparu en Orient également. Cette dimension-là a quand même beaucoup disparu dans les jardins, y compris historiques, en Orient, dans l'évolution des jardins. Tout à fait. Beaucoup de plantes alimentaires ont disparu au profit de plantes essentiellement décoratives. Non, justement non. Justement, ce qui est frappant, c'est que les Arabes ont récupéré toute la culture perse, et notamment cette culture du jardin qui est aussi un jardin nourricier de plaisir, et qui continue au Maroc, dans toute l'Afrique du Nord, en Espagne. Le jardin, l'orangerie, c'est le jardin. Je pense que c'est le seul élément, l'oranger. C'est le seul élément comestible. Et donc les Arabes ont gardé cette culture, l'ont perpétuée pendant des siècles. Et c'est justement ça qui est assez remarquable, parce qu'ils l'ont perpétuée, et à mon avis, pourquoi ? Parce que c'est une civilisation du désert. Et que, alors que nous, les Occidentaux, nous avons importé les images, comme on l'a fait encore aujourd'hui devant l'IMA, hein, je le dis, ce sont des images de l'Orient. Mais ce n'est pas le fondement
du jardin oriental, qui est effectivement l'association de la nourriture et du plaisir. Alors, tu auras quand même une réponse des concepteurs du jardin du Parvis tout à l'heure. Alors, il y a peut-être des questions dans le public sur la question du rôle social du jardin. Et du rôle du jardin de façon globale. Bien, alors, je voudrais passer à la troisième partie de cette soirée. À propos du jardin du Parvis, alors nous avons la chance d'avoir deux concepteurs, Michel Pénat et François Abélané, ce soir, ici sur la scène. Et nous allons évidemment leur poser des questions. Alors, je voudrais revenir un peu à l'historique un petit peu de l'exposition. Quand l'exposition a été montée, Sylvie Depont, commissaire de l'exposition, a réuni un conseil scientifique. Et ce conseil scientifique, très dirigé d'ailleurs par Sylvie Depont, a eu à cœur de dire que l'exposition devait avoir un jardin, devait se terminer, se prolonger dans un jardin. Et d'abord un vrai jardin qui occupait l'ensemble de l'espace du Parvis et surtout un jardin contemporain. Au départ, le titre de l'exposition, qui a été provisoire longtemps et puis qui a changé, c'est Jardin d'Orient, source de modernité. Et l'idée était bien, le message de l'exposition, c'était pas seulement de s'intéresser au passé, à ce patrimoine magnifique, mais c'est aussi de montrer à quel point, et le catalogue le dit bien à travers de nombreux articles, combien ces jardins, à travers l'histoire, ont influencé à grande histoire, au fond, de l'art des jardins. Et l'art des jardins, c'est un art de vivre, hein, et c'est ça qui est essentiel. Et comment ces jardins, on vous l'a dit ce soir, on a essayé de vous le dire de manière très résumée, ces jardins sont encore une source d'enseignement, d'inspiration, pour penser notre environnement dans les années qui viennent. Alors nous sommes d'abord ce matin amusés, livrés à un petit exercice où au fond nous avons posé la question à chaque spécialiste, Jardin d'Orient, historien, architecte, paysagiste, urbaniste, qu'est-ce qu'ils avaient retenu au fond de ce jardin éphémère, comment ils le voyaient, comment ils le jugeaient. Quelquefois, comment ils l'ont vécu à l'aune de tout ce qu'ils savent, eux, de souvent très savants, sur l'histoire de ces jardins, sur l'analyse des pratiques sociales, etc. Et donc je vais vous faire part, d'une manière très résumée, de ce qui est ressorti au fond de la vie des spécialistes. Quelque chose qu'on ressentait d'ailleurs tout à l'heure à la pause, là, quand nous sommes allés prendre un thé à la menthe et des pâtisseries. Moi, je n'en ai pas mangé. Hein. Il n'y en avait plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre eux ont retenu le bien-être. Et alors, je retiens ce qu'a dit Rouba. Il disait: j'ai retrouvé sous l'anamorphose l'ambiance vraiment de l'Orient, parce que c'était ce jeu d'ombre et de lumière abrité, cette fraîcheur qu'il y avait, l'environnement, les roses, etc. Tout ça lui rappelait l'Orient qu'elle connaît bien. Donc ça, c'était intéressant. La question du bien-être dans ce jardin, notamment par ce qu'a créé cet ensemble mêlé d'architecture et de plantes et d'eau, beaucoup ont ressenti un peu ce sentiment de bien-être. Eugénie Denardeau, et elle n'était pas la seule, a, elle, apprécié de retrouver cette forme de l'étoile qu'on trouve dans l'anamorphose, complètement réinterprétée. Et elle a dit, au fond, une forme très, très vivante dans ce jardin. Donc c'est une forme extrêmement ancienne, au fond, dont s'est saisi l'artiste François Abélané pour en faire une œuvre tout à fait contemporaine et une pièce importante du jardin.
Bon, les parfums des roses ont été appréciés. L'oubli de la ville et en même temps l'inscription de ce jardin dans la ville, il est bien là. Alors au départ, plusieurs ont dit que les échafaudages choquaient la présence de métal. D'ailleurs, Michel Racine a dit « je n'aime pas le métal dans les jardins ». Eh bien, au fond, beaucoup ont fini par dire aussi qu'une fois qu'on était dans le jardin, la ville, elle était là, on sait qu'on est dans la ville, on sait qu'on est dans un intérieur, mais on oublie la ville. Et c'est le rôle aussi du jardin. Pierre-Marie Tricot, à propos de la relation du jardin à l'architecture, disait il soulignait combien Michel Pénas s'était attaché à respecter au millimètre près un alignement avec le bâtiment. Donc, finalement, un respect du contexte de l'architecture. Hein. Souvent, l'architecture ne respecte pas toujours, en tout cas, le contexte. Elle est un peu brutale dans sa manière de s'installer. Et là, il y a un dialogue architecture-jardin qui s'est opéré. Et ce n'était pas facile parce que, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de travaux entre la façade de Lima et les jardins. Voilà un petit peu, j'ai un peu fait le tour de ce lien entre l'architecture et les jardins qui paraissait essentiel. Et c'est vrai qu'il se retrouve au départ dans les jardins, dans la relation à l'architecture. On cite bien sûr souvent les jardins de l'Alhambra. Enfin, Bénédicte Leclerc, qui avait une forte appréhension au départ, et notamment à cause de toute cette ferraille tout autour du jardin, a été peu à peu conquise elle aussi et fascinée. Elle a beaucoup observé les réactions du public et la manière dont le public s'appropriait le jardin, dans le dessous de l'anamorphose, le dessus, la manière de regarder, d'essayer de voir la forme, puis de redescendre dans le jardin, de sentir des roses. Toute une appropriation comme ça du jardin qui paraissait essentielle. Et alors, en fait, je vais donner la parole sans transition aux deux concepteurs qui vont nous redire un peu, qui vont défendre leur œuvre. Et puis surtout, plutôt que de représenter la manière dont ils ont travaillé, c'est plutôt nous dire aussi, de nous faire peut-être un peu un bilan, parce que malheureusement ce jardin était un jardin éphémère, il va se démonter. Alors je pense qu'il va rester dans l'histoire, hein, et certainement toutes les photos qui ont été prises, il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par là, feront vivre ce jardin. Voilà, il y a des morceaux de jardin qu'on va retrouver probablement, pas d'une manière formelle, mais on voit que là, il va y avoir une transmission encore de ce jardin. Voilà, Michel, si tu peux nous parler un peu de cette expérience et quand même nous dire deux mots sur la relation que tu as eue, et ce sera la même question à François, sur l'héritage, parce que tu viens après quand même les plus grands paysagistes de tous les temps. Merci Michel. Alors oui, je dirais que je ne suis pas historien du tout, donc en effet, moi j'essaie de faire d'aménager des lieux pour les gens. C'est assez simple, et de rendre les lieux les plus agréables possibles, les plus vivables possibles. Alors, c'est assez facile de faire mieux que ce qu'est le parvis d'ordinaire devant l'Institut du monde arabe. Hein. Ça a été assez facile. Donc, ensuite, c'est vrai que je me suis inspiré. Donc, je ne suis pas du tout historien. Je connais évidemment les jardins arabes. Je suis allé un peu partout, jusqu'au Rajasthan, les voir. Et je trouve que, c'est plus dans l'esprit que je trouve que c'est intéressant que dans l'anecdote ou dans le folklorisme, bien qu'il y ait quelques citations anecdotiques à l'intérieur du jardin qui sont des clins d'œil plutôt amusés, plutôt qu'en effet un essai de retranscription historique, puisque vous êtes juste à côté de la mosquée de Paris où il y a de magnifiques jardins, des retranscriptions historiques, plus ou moins, donc on peut critiquer. Mais en tous les cas, les gens qui ont dessiné ces jardins, ils ont fait l'effort de faire une transcription historiciste, je dirais, du jardin arabe. Donc nous, on n'avait absolument aucune ambition à ce niveau-là, aucune. Donc là, par contre, le jardin d'Orient, puisque c'est la terminologie qu'on a utilisée pour l'exposition, bien qu'elle soit très très vague, mais bon, ça au moins ça rétissait large, ça permettait d'aller du Rajasthan jusqu'à Marrakech.
Voilà, et ça fâche personne. Bon, et nous, je trouve que comment dire, la structure essentielle ou la vocation essentielle ou l'esprit essentiel, c'est le fait que c'est une espèce de, j'appellerais ça un hyper-jardin. C'est-à-dire que c'est un hyper-jardin par rapport au jardin italien, au jardin classique français, ou même au jardin potagers médiévaux. C'est un hyper-jardin dans le sens où la nature à l'extérieur est tellement hostile que ce sont des jardins hyper protégés. Et souvent, justement, leur relation à l'architecture est très, très prégnante, extrêmement. C'est pour ça qu'aussi, j'ai joué un peu avec ça, mais ils sont hyper protégés. Ce sont des riades, ce sont des endroits qui sont souvent enfermés. On parlait tout à l'heure de l'ambassade. Et en effet, ce sont des hyper-jardins au sens où vraiment il faut pousser presque de lourdes portes avant d'y entrer. Même au Rajasthan, il faut pousser de lourdes portes pour y rentrer. Et derrière, et je dirais que, qu'est-ce que c'est un jardin? Ben, c'est de présenter les merveilles de la nature, je veux dire, entre guillemets. Mais si vous voulez, c'est un peu ça. Et en effet, une orange ou une pomme, c'est une merveille, ou une tomate, c'est une merveille. Alors, quand on redécouvre aujourd'hui qu'en effet, une tomate, c'est quelque chose de merveilleux dans un jardin parisien, un jardin partagé, ça se comprend très bien. Et c'est en effet du jardin. Qu'on appelle ça pas de l'esthétique ou de l'esthétique, je m'en fiche. C'est-à-dire que l'œil, il va directement au cerveau. Et de toute façon, la vocation du jardin, c'est aussi de faire du bien à la tête. Donc je crois que l'émerveillement de la nature qui est abrité dans ces jardins, il est particulièrement efficace parce que le jardin est hyper protégé. Donc c'est pour ça que c'est un hyper jardin. Parce qu'il est difficile à faire. Et plus il va être difficile à faire, plus il va être merveilleux. Et plus on va traverser le désert pour arriver à l'oasis, plus l'oasis va être merveilleuse. Et en effet, le contexte du territoire, là pour le coup, il joue son rôle aussi dans son symbole, dans sa vocation culturelle, dans le sens même du jardin. Donc nous, modestement, alors nous on est dans du béton, dans de la ville, Paris, on adore Paris, hein, mais enfin c'est quand même beaucoup de pierres, beaucoup de minéral. Et en effet, se dire tout simplement, là sur le parvis, si on pouvait au maximum végétaliser, ce serait déjà super. Voilà. Donc c'était le premier enjeu. François vous le dira, il y a 300 kg au mètre carré, c'est juste au-dessus. Hein. Donc vous voyez, il n'y a aucun poteau au milieu là. Donc ça coule de temps en temps, la fontaine là-bas. Ça ne coule pas aujourd'hui. Donc il n'y a aucun poteau. Et donc le contexte, il est simple, c'est chez vous, c'est là où vous êtes. C'est-à-dire, le jardin, il est juste dessus. Donc si on met trop de plantes avec François, ben, il nous tombe dessus, donc c'est pas sympa quand même. Et donc c'est en effet la contrainte qu'on a, nous, au quotidien dans nos jardins urbains. C'est-à-dire qu'on est dans des lieux d'artifice. Et au bout du compte, on se retrouve presque dans une situation de désert. C'est-à-dire qu'on n'a pas de terre, ou on a des terres polluées, on n'a pas d'eau, il faut ouvrir le robinet. Donc on n'a pas un grand ruisseau qui passe, etc. Donc on va l'esprit même, je dirais, du jardin, après être l'hyper-jardin, c'est-à-dire hyper protégé, c'est-à-dire l'enceinte est essentielle. Alors c'est pour ça qu'on a dessiné l'enceinte ici. Vous allez voir, c'est-à-dire en échafaudage, évidemment, ça a beaucoup choqué, mais en échafaudage, parce qu'on n'allait pas faire une enceinte en pierre de taille. Hein, donc on n'avait pas le poids, on n'avait pas l'argent, donc on a fait une enceinte qui était la grande promenade qui est autour. Et du coup, on a dessiné cette promenade comme on le retrouve à Séville, dans l'Alcazar, où il y a ces promenades hautes partout. Et vous savez, dans nos jardins, moi j'adore faire ça, des promenades hautes, parce que donner plusieurs types de visions, d'une dedans et une dessus, c'est vraiment intéressant, surtout la scénographie de la façade de l'Institut du monde arabe, qui du coup se retrouve à sortir d'une nappe de végétation. Ça, c'était un truc auquel je tenais, parce que c'est assez important. Donc si vous voulez, ensuite, après avoir poussé la lourde porte, en effet, il n'y a pas beaucoup d'eau, comme l'a dit Michel Racine, comme l'a dit tout le monde, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, cette notion de frugalité et d'excellence de la frugalité, et de la jouissance de la frugalité, donc on va revenir sur la jouissance, mais c'est essentiel, et ce n'est pas la modernité d'aujourd'hui, parce que la modernité d'aujourd'hui, elle n'a rien de frugal. Mais par contre, on en rêve de frugalité. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va bien falloir y passer. Enfin, y passer, tant mieux. Et en effet, prendre l'exemple des jardins qui savent associer la frugalité et le grand bonheur, le grand plaisir, par exemple, d'une petite source qui coule, ça c'est une solution sans doute à des problèmes qu'on va se poser d'ici peu de temps. Bon, et je crois qu'en effet, comment on va arriver, et pour moi la vraie modernité, c'est la sensualité dont on parlait, c'est le lieu où, pas on fait l'amour, mais presque, quoi, où on s'aime, quoi. Et le jardin, c'est vrai que c'est ce lieu-là qui abrite, qui invite à la nature. Et quand même, là, l'espoir qu'on peut avoir, c'est de se dire, bon Dieu, c'est formidable, on peut toujours se toucher, se caresser, s'aimer. Ça, c'est la nature. On n'est pas obligé de passer par des ordinateurs et des trucs et la technologie. Hors de toute technologie, tout nu, on est bien. Non mais,
on est bien dehors, on est bien dans les plantes. Non mais, et moi, pour moi, c'est une source d'espoir. Et c'est une source d'espoir. Et quand je vois en effet dans l'expo, en effet, de dire ces jardins, et comme tu le dis très bien, Gaël, ces jardins, c'est des lieux. Et c'est vrai, moi aussi, j'ai constaté aussi bien à Taroudan enfin pas à Taroudan, mais oui, mais à Tipaza, près d'Alger, à Alger au jardin d'essai, qu'en effet, les gens qui sont un peu coincés, je dirais, amoureusement, parce qu'en effet, la civilisation musulmane, elle n'est pas très libérale. Ben, ils se retrouvent là, ils se donnent la main, ils discutent, ils entendent les oiseaux. Et ce rapport à la nature, pour moi, c'est ça, se donner la main, se toucher, la chaleur des corps. Et pour moi, les plantes, c'est la même chose. Ça me donne du bonheur, ça me dit, putain, c'est bon la vie quand même. Non, et pour moi, le jardin, c'est ça. Et je crois que le jardin qu'on a essayé de faire, après je passe la parole à François, mais le jardin qu'on a essayé de faire, et pourquoi on a gagné ce concours, je crois que François a travaillé avec les 4 équipes l'année dernière. Eh ben, je crois que c'est parce qu'on a imaginé que l'œuvre de François n'était pas qu'une œuvre esthétique, justement, c'était aussi une œuvre pratique, d'usage. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était le fait que dessous, ça devienne des pavillons, des abris, des ombrières. Mais évidemment, c'était ça l'enjeu. C'est pour ça qu'on a gagné. C'est parce qu'en effet, l'anamorphose, c'était pas juste un coup. C'était pas juste un coup visuel. C'était aussi un lieu. C'était un lieu du jardin. Et d'ailleurs, avec François, on a eu quelques débats au départ. Enfin, je disais, il ne faut pas la voir en entrant. Il ne faut pas comprendre. Pour pas comprendre l'anamorphose. Et tout à l'heure, il y a encore quelqu'un sur la passerelle, il me dit « Mais elle est où l'anamorphose ?» Non, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit « Putain, là, on a réussi » parce que ça signifie... Mais non, ça signifie qu'en effet, l'objet... On a beaucoup travaillé avec François, et je crois qu'on s'est bien entendu. Moi, je suis content du résultat. Hein. Et que l'anamorphose, ce n'est pas un objet d'art, ce n'est pas un jardin de sculpture qu'on a fait. Ce n'est pas un coup au milieu avec une sculpture qui est l'anamorphose. C'était un ensemble, et c'est ça la pensée du jardin, en fait. On a des choses très hétérogènes, et on essaie de les mettre en relation les unes avec les autres pour créer une ambiance, un milieu de vie, où c'est sympa d'aller boire un thé à la menthe, tout à l'heure, ce qu'on a fait, avec une tarte tatin vachement arabe, la tarte tatin. Hein. Et donc, on s'installe dessous, on est bien. Et hier soir, il y avait une soirée avec Piantefaro, on était bien, il faisait bon. On a mangé des poulpes sous l'anamorphose, et puis on s'en foutait que ce soit une anamorphose ou pas, mais c'était un lieu. Et je crois que ça, c'est l'essence du jardin. Donc d'une part, avoir un portail, pousser le portail, entrer quelque part. Et ça, pour nous, c'est important. Je crois l'idée du jardin, voilà, de l'hyper-jardin. Tous les jardins sont clos normalement. Hein. Mais le jardin arabe, il est particulièrement clos. Je dirais que c'est ça qui en fait la force par rapport aux autres. La porte est particulièrement lourde. Et en effet, derrière, ça sent plutôt bon. Alors, il y a le jardin parfumé, vous savez ce que c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon... Mais vous taperez sur Internet le jardin parfumé et vous verrez ce que ça signifie en effet. Et on pousse et ça sent la rose, ça sent la fleur d'oranger, qui n'a rien d'arabe, l'oranger d'ailleurs. Et ça, c'est donc en effet cet univers-là dont on rêve en fait. Voilà. Allez, François. Oui, l'anamorphose. Grande question depuis le début. Donc, on a gagné. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que vient faire une anamorphose dans un jardin oriental? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et on me pose la question, voilà. Et donc, j'avais pas la réponse immédiate. Il y avait des intuitions, voilà. Et j'ai avancé parce que je travaille sur les neurosciences. Je travaille avec des médecins qui travaillent sur l'espace mental et sur le cerveau. Et en fait, après discussion, on appelle l'anamorphose un paysage mental. Qu'est-ce que c'est qu'un paysage mental? C'est-à-dire qu'en fait, il fait intervenir tous nos sens. Et lorsque l'on regarde, c'est-à-dire qu'on regarde, on perçoit des signaux qui envoient dans notre cerveau à rechercher des références comme sur un disque dur, et on reprojette l'image. L'anamorphose, c'est une distorsion. Anamorphose, ça veut dire inverse et forme, une forme qui peut s'inverser. Et donc là, nous, ce que j'ai fait, moi, j'ai inversé la forme, c'est-à-dire je l'ai déstructurée, et c'est pour ça que je n'évalue aucune référence, aucune verticale, aucune horizontale, des formes qui ne sont pas codifiées. Et donc, quand on tourne autour de l'anamorphose, on est déjà dans l'image. On est décodifié. Et quand on va la chercher, et j'ai choisi donc une icône qui est le pentagone étoilé, qui est le symbole du paradis terrestre, avec cette étoile qui est au centre, et pour toucher cette image, il faut se mettre dans l'axe, dans ce cadre sans fond, comme le miroir qui se reflète, et c'est l'eau. Donc voilà le thème de l'eau qui est revenu par ce miroir. Voilà, donc on s'est projeté. Donc on est dans un paysage qu'on a construit qui fait intervenir tous nos sens, même ça va au-delà, c'est nos émotions. Et là, on est dans une
construction d'un espace qui se joue, et l'anamorphose, comme tu disais tout à l'heure, elle ne se détache pas, elle n'existe que par rapport à l'espace dans lequel elle est. Donc, sans ça, il n'y a pas ce décalage. Voilà, donc, parti pris, et la discussion qu'on a eue longtemps, le motif au sol, qui est ce beige mat, qui est le symbole de l'eau, le vide, pour moi, était important, c'est-à-dire que c'est pas bourré plein de plantes, et voilà. On a eu des longues discussions là-dessus, quelle est la nature de ce projet, et puis cette modernité que moi, en tant qu'architecte à la base, voilà, les tapis volants, bien sûr, ils transportent ce végétal, c'est les toitures de demain, les villes qui se construiront, qui respecteront l'environnement, le fait de jouer aussi sur la température. On avait parlé éventuellement de tester l'écart de température avec ce végétal. Je suis sûr qu'on aurait gagné peut-être un demi-degré, peut-être. Donc voilà, ça c'est important. Voilà, donc voilà, donc ce travail, donc ce paysage. Et bon, et quand on parle du grand paysage, ça s'appelle l'extase. Et là, on n'a pas de référence. C'est ça qui est le lien fort pour moi. Et donc, il y a une dimension, et j'espère que cette anamorphose sera référence, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'elle sera ancrée dans une démarche. Et donc, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on m'a ramené, et je reviens un petit peu à l'historique, c'est que on parle d'anamorphose souvent de Holbein, le tableau, c'est la technique qui a fait qu'on l'a représenté, mais depuis que l'homme est sur Terre, on a créé des anamorphoses. Les hommes préhistoriques dans les caves, on a projeté des images qui interprétaient des émotions. Et c'est ça. Et donc, que ce soit les tableaux de Picasso, où on regarde gauche, droite sur la même forme, c'est un mode de représentation. Calder dans l'espace. Donc en fait, on a toujours été là-dedans. Et on est en train d'exprimer un mode de regard et de perception des émotions et de l'espace. Voilà. Merci François. Je vais donner la parole à Sylvie de Ponte qui va conclure. Alors je vais essayer de conclure rapidement, de laisser quelques minutes aussi pour échanger encore, je l'espère. Moi, je rebondirai sur ce que vient de dire François, c'est-à-dire le mot émotion. Je pense que les gens qui ont visité cette exposition, je l'espère, ont été émus. Ils ont été émus et émerveillés, parce que je pense que la plus grande des leçons du Jardin d'Orient, c'est l'émerveillement, le bien-être, évidemment. C'est effectivement un art de vivre, un art de savoir-vivre, un art à partager, un art d'être bien ensemble, et que dans notre époque complexe, je pense que c'était une parenthèse, une oasis dans la ville qui a été indispensable, qui a été très importante pendant toute cette année. J'espère, je voudrais lancer un souhait, c'est que cette aventure ne s'arrête pas là, c'est que tout ce qu'on a commencé à défricher, les points sur lesquels on a commencé à réfléchir, à ouvrir des portes vers d'autres horizons, vers d'autres jardins, ça ne soit qu'un début et qu'on poursuive ensemble. Je pense qu'on a beaucoup labouré pendant cette année. Le jardin est éphémère, c'était la règle du jeu depuis le départ. Mais les plantes vont repartir vers de nouvelles aventures, elles vont être plantées ailleurs. J'espère qu'au départ, quand on a pensé à la fois à l'exposition et à ce jardin bien vivant ancré dans Paris, on disait que c'est un jardin militant. C'est un jardin avec lequel on va essayer de marquer les esprits, d'ouvrir une réflexion sur l'avenir. Si on a même jeté que quelques petites graines, c'est déjà très important. Et j'aimerais que tous ensemble, on poursuive. Voilà. Il ne faut pas oublier que donc, pour Nuit Blanche, on a réussi à garder ce jardin une semaine de plus pour avoir cet événement donc, de Nuit Blanche. Donc je vais faire une installation de lumière pour lui donner un peu de dynamique. Donc sachez que vous êtes invités samedi 1er octobre à venir voir ce jardin de nuit. Voilà, c'est ouvert au public et gratuit. Voilà. Donc avez-vous des questions après tout ce long discours? Merci. Deux questions. Profitez-en, toute la troupe sur la scène. C'est juste peut-être une remarque, qui peut être aussi une question à monsieur. J'ai retenu que François, je n'ai pas retenu le nom. Vous ne m'en voulez pas. Hein. Alors, par rapport, vous avez parlé de l'anamorphose, il y avait un petit topo dans l'album aussi de l'expo, mais vous nous parlez d'images, oui. Vous parlez de miroirs. Oui. Alors, moi, ce que je voulais, en étant... Je vais aller donc voir l'expo. Et ce qui m'a frappé, c'est, je parlerai aussi d'effets d'optique
que vous avez mentionné hein, dans le jardin éphémère. Ça m'a frappé, c'est la peinture intitulée « Dans les jardins d'Alger » d'Henri Valency. Et ces effets d'optique me semblent faits, on a ça aussi au cinéma, un jeu, une combinaison de différentes couleurs, d'associations de couleurs et de formes. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, tout à fait. Et puis il y a un autre effet d'optique, qui est là la photo. Alors je ne sais plus comment sont des photos, c'est les photos stéréoscopiques. Oui. Et là, ça nous donne une profondeur. J'ai encore en tête celle des rues d'Alger, vous voyez? Oui. Et c'est là, une vision binoculaire, on joue sur les deux yeux. Oui. Et on a, c'est tout à fait particulier, on est dans une perspective. Là, c'est presque une image cinématographique. Mais aussi, on a ça en peinture, quand on fait bien attention. Et vous avez... Oui. Voilà. Et ça. Oui. Ah si, je voulais... Les films, si je voulais quelque chose... Alors, je voulais une question par rapport, dans l'expo, les tombeaux, les jardins d'agrément où il y a des tombeaux et qui sont en rapport avec une civilisation perse qui a été transportée par les Mongols. Je vais faire un lien parce que c'est vrai, en ce moment, j'ai une demande de faire une anamorphose pour une tombe. Ah ben voilà. Et c'est étonnant, c'est quelqu'un qui est vivant et qui me demande de travailler sur une image de lui que l'on ira voir. Alors peut-être ce sera un cénotaphe, peut-être ça viendra une sculpture. Pour l'instant, on est là-dedans, donc c'est la projection, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous sommes que le reflet nous ne voyons que ce que nous voulons voir et percevoir. Et donc l'anamorphose permet de distordre et on va se plonger là-dedans. Donc oui, il y a un lien très fort entre les jardins. Alors, c'est pas à Lorient, mais c'est vrai qu'il y a des choses, en fait, c'est la projection de quelque chose, de sensation, d'émotion. Voilà. Donc, mais je sais pas, il y a peut-être autre chose. L'autre question. Oui. Alors, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est justement comment vous voyez, d'un point de vue un peu pratique et concret, la suite de ces réflexions que vous avez menées, avec cette idée que le Jardin d'Orient est source de modernité, ne serait-ce que pour ses qualités environnementales, c'est tellement nécessaire et on a tellement besoin de jardins, et pour l'agrément et pour l'équilibre ville-nature. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Vos réflexions, comment elles vont, par quelles instances elles vont passer? Est-ce que c'est par je sais pas, l'école de Versailles? Est-ce que c'est par d'autres biais que cette expérience de Lima va pouvoir porter ses fruits? Alors c'est en cours de réflexion, c'est un point qu'on a soulevé ce matin et qu'on aimerait bien ouvrir de façon plus large. Nous avons envie tous ensemble de poursuivre, c'est incontestable. Quel sera le vecteur ensuite? Il y a quand même une perspective d'hier soir. C'est quand même, il y a un festival des jardins orientaux qui vont être créés, méditerranéen qui va être créé l'année prochaine en Sicile, au pied de l'Etna. Voilà, en avril, en Sicile. Bon, ça c'est pas tout à fait le même sujet. C'est pas tout le même sujet, mais c'est quand même c'est un autre sujet. Une aspiration. Enfin, ça en fait partie, mais c'est quand même un autre sujet. Par rapport à l'exposition et au thème de l'exposition. On envisage un petit peu deux pistes. Une première qui est assez facile au fond. Il y a eu 3 séquences de table ronde, parce qu'on a travaillé toute la journée en réalité pour vous restituer. Alors, vous êtes un petit public ce soir et on est content que vous soyez là. On aurait aimé évidemment un plus grand public, mais il y a eu 3 séances comme ça, avec un peu plus de monde quand même dans la salle. Et il y a une matière énorme de gens très différents, d'historiens, d'architectes, d'artistes, qui sont venus de tous les pays de la Méditerranée, enfin de ce qu'on appelait l'Orient dans ces jardins d'Orient, des spécialistes. Et on va essayer de publier des actes dans un tiré à part. On va convaincre, je pense qu'on va y arriver,
Hein, Sylvie, on va convaincre la maison de mettre un petit financement pour publier toute cette matière qui aujourd'hui, on a fait des comptes rendus, mais il faut les retravailler et surtout les diffuser, parce que c'est ça qui est important, que ce soit en ligne ou à travers le papier, même si on aime bien le papier. Puis on aimerait bien aussi prolonger la partie 4 de l'exposition qui n'a pas suffisamment été développée à notre goût, c'est-à-dire faute de place, faute d'envie aussi, pas de notre part, hein. D'envie de l'institution peut-être aussi, il faut le dire, il faut être critique aussi à un moment donné, de poursuivre donc et de montrer au fond que les jardins d'Orient sont bien une source de modernité, et c'est pas simplement une hypothèse. Il y a des réalités partout dans le monde oriental, de création contemporaine, de réflexion, à la fois à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle de jardins, où on revisite au fond toute la grammaire, les codes, les fondamentaux de ces jardins, et on les inscrit complètement dans notre époque. Et ça, on aimerait bien poursuivre et faire au fond une autre exposition. D'accord. Pour vous vous avez vu le débat, je dirais, in vivo entre patrimoine et effectivement réflexion sur l'avenir, oui. Déjà plus et le demain, enfin, pas encore. Je pense qu'effectivement, ça a été aussi vécu très fortement ici en interne, et toute cette partie qui est prospective, qui jette des bases sur une réflexion d'avenir, puisant profondément ses racines dans le passé, ça n'a pas été tous les jours facile à porter, y compris d'ailleurs, et ça a été rappelé tout à l'heure par Claude Mollard, le conseiller du président Jacques Lang, effectivement, en interne, ça a été très lourd à faire admettre que nous allions parler des jardins d'Orient avec une voix contemporaine, avec un regard contemporain, en reprenant les codes et en les revisitant, mais avec les termes d'aujourd'hui. Oui, parce que ça décloisonne. Voilà. Et donc, effectivement, mais on le voit bien, chaque fois qu'on aborde cette question, on a l'impression qu'il faut aller respecter la forme, le formel, comme disait Michel Racine ce matin, reprendre la forme, et que la forme est incontournable, et que le jardin d'Orient, si on sort de cette forme, et si on l'analyse différemment, or c'était le principe même de base, dès le départ, on dit on va sortir des stéréotypes, on va les regarder derrière, on va aller regarder la terre, on va les regarder en dessous, on va aller voir comment ça pousse, on va aller voir à quoi sert l'eau, on va aller regarder comment ils ont pu aller dans ce désert, construire ces endroits merveilleux qui ont effectivement fasciné à toutes les époques. C'était ça qui nous intéressait. C'était pas simplement de dire il y a un bassin au centre et ça se croise. Non, on allait au-delà. Et à partir de là, c'est très difficile, parce qu'effectivement, à part ceux qui le vivent au quotidien, et merci Michel, merci les paysagistes qui nous ont accompagnés, merci les urbanistes, merci les historiens, merci ceux qui sont allés gratter derrière et qui ont creusé la terre, et merci aussi aux artistes contemporains qui se sont exprimés là-dessus. À partir de l'instant où on casse l'image et qu'on cherche à aller chercher effectivement dans la terre elle-même, et c'était pour ça l'importance d'avoir ce jardin, ce vrai jardin, on découvre, on relie cette histoire de façon différente. Mais, au passage, c'est vrai qu'on a un peu dû abandonner certains pans qui étaient pour nous essentiels, j'allais dire pour des grands manques qui pour moi ont été flagrants et sur lesquels on a beaucoup souffert, le regard croisé entre l'Orient et l'Occident, parce que la place prise par la grammaire traditionnelle avait vampirisé le reste. La façon dont effectivement l'espace, le jardin privé et le jardin public, on a basculé d'une échelle à l'autre, et aujourd'hui comment on bascule à l'échelle de la ville et du territoire et du grand paysage, c'est quand même portion congrue dans l'exposition. Or, voilà, c'est ce qu'on voudrait pouvoir... On va terminer sur votre deuxième question. Oui, pardon. Oui, j'avais cru comprendre que les plantes qu'il y a ici allaient être ensuite données, distribuées dans le quartier. Alors je pensais à la mosquée, je pensais au jardin de Cluny, au jardin des plantes. Bon. Qu'est-ce qui va en être concrètement? Donc, oui, en effet. Alors, on s'est organisé avec une association qui s'appelle Main Verte, qui vient de la direction de l'environnement parisienne, et qui gère l'ensemble des associations des jardins partagés parisiens.
de façon à ce que, et là, dimanche 2 octobre, après la Nuit Blanche, moi je vais venir dessiner d'ailleurs sur place des lots. Il y a une trentaine de lots, donc il y a 25 associations qui ont maintenant, elles ont dû être sélectionnées par les gens de cette association Main Verte, qui rassemble tout ça, donc de façon à ce que des lots de plantes vont être donnés à des plantes vivaces vont être données à cette association, à ces 25 associations, plus 5 associations riveraines. Il y a Jussieu, bon, il y a le Jardin des Plantes, bon, donc toutes les plantes vivaces vont être données, de façon à ce qu'elles soient... Ensuite, tout ce qui est les dattiers, a priori, les dattiers vont partir à l'orangerie de Versailles, c'est-à-dire Joël Cotin va s'en occuper, et donc ils ont une belle retraite quand même. Et puis tout ce qui est plantes, le verger, tout ce qui est arbustif et tout ce qui est des arbres du verger, les orangers, les grenadiers, les amandiers, les figuiers, vont partir avec les jardins de Galie, qui rachètent les plantes à l'Institut du monde arabe, ces arbres-là, et va constituer un jardin parfumé justement à Versailles, dans la ferme de Galie, là où ils ont déjà constitué un certain nombre de jardins thématiques. Parce que le dimanche, il y a beaucoup d'activités assez sociales. D'ailleurs, à Versailles, il y a des ateliers de fabrication du pain, des abeilles, etc. Et les Xavier Laureau et Dominique Laureau, qui sont les patrons de la ferme de Galie, ont aussi une vocation assez sociale et de communication par rapport à la nature. Et donc, ils ont constitué déjà des jardins thématiques. Et ces plantes-là vont servir à constituer. Je vais le dessiner d'ailleurs, bénévolement, mais on va faire un jardin thématique sur le thème des parfums. Et comme ils ont acheté dernièrement des serres, elles iront l'hiver dans des serres. Donc voilà, on a programmé leur seconde vie, si vous voulez. Et pour l'anamorphose, donc l'association Good Planet va récupérer et pour aménager un espace dans le bois de Boulogne, là où ils ont aménagé tous ces parterres. Voilà. Il y a 7000 plantes sur l'anamorphose. Donc on a vu hier soir avec eux, d'ailleurs, on était là encore à 10h du soir, avec Good Planet, qui est l'association d'artistes Bertrand, qui se trouve au château de Longchamp. Et donc là, on a discuté avec eux, ces colocaux, les paysagistes qui vont s'en occuper, de récupérer et les terres, notamment, tout ce qui est substrat et terre aussi, vont être vraisemblablement récupérés par eux. On va voir, mais disons que ça va presque durer plus longtemps le démontage que le montage du jardin. Et pour symboliquement, j'ajouterais, quelques arbres iront dans le patio de Lima, afin de montrer que effectivement, le jardin n'est pas qu'éphémère, il peut se pérenniser très petitement dans le patio, mais quand même. Je suis quand même un peu inquiet, mais bon. Non, c'est-à-dire qu'on va mettre 4 jolis oliviers, 4 jolis orangers dans le patio, mais malheureusement, voilà. Donc, c'est vrai que, comme dit Sylvie, c'est important. On va bien voir. Moi, je viendrai voir, d'ailleurs, régulièrement. Mon agence n'est pas loin, pour voir s'ils les entretiennent bien, mais entretenir un jardin, ça demande beaucoup d'amour, donc beaucoup de travail. Et même 4 malheureux orangers, 4 malheureux oliviers, ils n'auront pas beaucoup de lumière, donc il va falloir les soigner. Voilà, donc je n'ai pas voulu en faire plus parce que je crains que... Voilà. Après, s'il y a des gens qui sont motivés... Et alors, nous avons respecté notre temps, et je vois que monsieur nous attend, donc nous allons quitter la salle. D'abord, je voulais vous remercier d'être présent ce soir, et je vous promets, on va continuer à travailler sur ce thème, quel que soit le chemin à prendre, et quel que soit le jardin à dessiner, n'est-ce pas ?